Au 10 Sudreau, mon père m'a battu et jeté dehors en plein blizzard après avoir cru aux mensonges de ma sœur. J'ai trouvé refuge chez une amie jusqu'à ce que ma mère revienne le lendemain, découvre ce qui s'était passé et réduise tout leur monde en cendres. L'hiver de mes 10 ans, j'ai appris que la famille pouvait être une arme. En janvier, le Wisconsin ne plaisante pas et cette nuit-là en particulier, la température avait chuté à 15 degrés avant même le refroidissement éolien. La neige tombait de travers, épaisse et aveuglante, s'entassant contre les fenêtres et ensevelissant les voitures jusqu'aux poignées de porte. Ma sœur Aubry avait 13 ans à l'époque, tout en longs membres et en cruauté calculée enveloppée dans un joli paquet. Elle maîtrisait l'art de me faire disparaître tout en se tenant juste devant tout le monde. Nos parents s'appelaient Linda et Thomas. Et tandis que maman voyageait fréquemment pour son travail de représentante en produits pharmaceutiques, papa travaillait à domicile comme expert en sinistres. Il avait toujours favorisé Aubry, il la voyait comme cette chose délicate qui avait besoin de protection, alors que j'étais robuste et ordinaire, et d'une certaine manière toujours dans ses pattes. Maman était partie ce matin-là pour une conférence de 3 jours à Minneapolis. Elle m'avait embrassée sur le front, m'avait dit de bien me comporter et avait promis de me rapporter quelque chose de spécial. J'avais regardé sa voiture s'éloigner sans savoir que ce serait le dernier moment normal avant longtemps. Les ennuis ont commencé pour une chose stupide. Aubry sortait secrètement avec un garçon nommé Tyler parce que papa avait une règle stricte d'interdiction de sortir avec des garçons avant 16 ans. Elle sortait par la fenêtre après que tout le monde se soit endormi en descendant par le treillis près du garage. Je le savais parce que je l'avais vue 2 fois, mais je n'avais jamais rien dit. Qu'est-ce que ça pouvait me faire si elle voulait se geler les fesses pour retrouver un élève de 2e année avec une pilosité faciale affreuse? Mais cet après-midi-là, tout a changé. La montre vintage de papa, celle que son père lui avait donnée avant de mourir, a disparu de sa commode. Elle était en or, avec un bracelet en cuir craquelé, valant peut-être 200 $, mais inestimable pour lui sur le plan émotionnel. Il la gardait dans une boîte en bois à côté de sa photo de mariage. Il la sortait parfois juste pour la tenir dans ses mains. Aubry m'a trouvée la première. J'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs, luttant avec des divisions longues. Elle est apparue dans l'encadrement de ma porte des larmes, coulant déjà sur son visage le mascara, formant de parfaits petits ruisseaux. Même à l'époque, j'ai reconnu la mise en scène. La montre de papa a disparu, dit-elle, la voix tremblante. Je t'ai vu sortir de leur chambre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as fait? Mon estomac s'est noué. Je n'étais pas dans leur chambre. Je suis ici depuis que je suis rentrée de l'école. Elle s'est approchée baissant la voix pour prendre un ton dangereux. Si tu parles à papa de Tyler, je ferai en sorte que tout le monde sache que tu es une voleuse, y compris la police. Avant que je ne puisse répondre, elle a crié, vraiment crié. Un hurlement perçant qui a fait accourir papa dans les escaliers. Elle s'est effondrée contre lui sanglotant, racontant comment elle m'avait confrontée à propos de la montre et que je l'avais menacée, que je lui avais dit que je lui ferais du mal si elle le disait à qui que ce soit. Le visage de papa s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une rage pure, froide et concentrée. Il a attrapé mon bras assez fort pour me faire un bleu, me traînant hors de ma chambre pendant que j'essayais de m'expliquer. Aubry a suivi pleurant sur le fait qu'elle était effrayée que j'agissais bizarrement ces derniers temps. Tant qu'elle m'avait vu fouiller dans leurs affaires. La première gifle m'a attrapée sur la joue, me faisant violemment tourner la tête. J'ai senti le goût du sang, là où mes dents m'ont coupé la lèvre. Papa ne m'avait jamais frappé, auparavant n'avait jamais levé la main sur aucune de nous deux, mais quelque chose s'était brisé en lui, quelque chose qui le rendait sourd à mes démentis et aveugle aux mensonges d'Aubry. Où est-elle? Sa voix était à peine humaine. Où est la montre de mon père? J'ai essayé de lui dire que je ne l'avais pas prise, que je n'étais pas du tout entrée dans leur chambre. Chaque démenti me valait d'un autre coup. Sa ceinture a suivi et il l'a utilisée sur mon dos, mes jambes partout où il pouvait l'atteindre. Je me suis roulée en boule sur le sol du couloir, les bras sur la tête, pendant que ma sœur regardait, les yeux secs.
La douleur physique était terrible, mais le pire était ce sentiment d'impuissance totale. Personne n'allait venir me sauver. Personne ne me croyait. Mon propre père avait déjà décidé que j'étais coupable, avait déjà choisi la parole d'Aubry contre la mienne sans se poser de questions. Quand il a eu fini, je pleurais si fort que je ne pouvais plus respirer. Papa se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante, la ceinture toujours à la main. « Sors, dit-il, je ne veux plus voir ton visage, sors de ma maison. »« Papa, s'il te plaît, il y a un blizzard dehors. » Aubry a pris la parole à ce moment-là, d'une petite voix effrayée. « Papa, c'est peut-être trop dur. Il fait vraiment froid, » jouant l'ange miséricordieux. J'avais envie de lui hurler dessus pour lui arracher cette fausse inquiétude du visage. Mais papa me traînait déjà vers les escaliers pour descendre jusqu'à la porte d'entrée. J'ai essayé d'attraper mon manteau sur le porte-manteau, mais il a repoussé ma main d'une gifle. La porte s'est ouverte sur un mur blanc. Le vent a immédiatement transpercé mon fin pull et mon jean. La neige a envahi l'entrée, tourbillonnant autour de nous deux. « S'il te plaît, » ai-je supplié, « je dormirai dans le garage, ne m'oblige pas à aller là-bas. » Papa m'a poussé en avant. J'ai trébuché dans les marches du porche pour tomber dans la neige jusqu'aux genoux. Mes baskets et mes chaussettes ont été instantanément trempées. Le froid était comme des couteaux contre ma peau. La porte a claqué derrière moi et j'ai entendu le pêne dormant se mettre en place. Je suis restée là pendant peut-être 30 secondes, attendant qu'il change d'avis. Le vent déchirait mes vêtements et mes cheveux. Mon visage s'est engourdi presque immédiatement. À travers la fenêtre, je pouvais voir la silhouette d'Aubry s'éloigner de la porte. Mon amie Jessica habitait à 4 pâtés de maison. Arriver là-bas m'a semblé être la traversée de l'Arctique. J'ai couru au début, puis j'ai trébuché, puis je me suis simplement forcée à continuer d'avancer. Chaque respiration me brûlait les poumons. De la glace se formait sur mes cils. Mes mains ont cessé de ressembler à des mains pour devenir des choses distantes, attachées à mes bras. Les voitures avaient cessé de circuler sur les routes. Rien n'était déneigé. Quelques maisons brillaient d'une lumière chaude, mais j'avais trop peur de frapper aux portes d'inconnus, dans l'état où j'étais battue et à moitié gelée. Et s'ils ne me croyaient pas non plus? Et s'ils appelaient « papa » et qu'ils leur disaient que j'étais une fugueuse, une semeuse de troubles? La maison de Jessica est apparue à travers le blanc comme un miracle. Je suis plus tombée que je n'ai marché dans leur allée, rampant presque au moment où j'ai atteint la porte d'entrée. Mes doigts ne fonctionnaient pas assez bien pour frapper correctement. J'ai utilisé mon coude à la place. De faibles bruits sourds qui portaient à peine. La mère de Jessica, Patricia, a ouvert la porte. J'ai dû avoir l'air de quelque chose sorti d'un film d'horreur. Elle a haleté et m'a tiré à l'intérieur immédiatement, appelant son mari Glenn. Ils m'ont enveloppée dans des couvertures, m'ont assise près de leur cheminée, m'ont apporté du chocolat chaud que je ne pouvais pas tenir parce que mes mains tremblaient trop. Patricia a examiné mon visage, la marque de la gifle de papa, commençant déjà à enfler. « Ma chérie, que s'est-il passé? Où sont tes parents ?» Je lui ai tout raconté, l'accusation d'Aubry concernant la montre et papa qui m'a battue et jetée dehors. Ma voix n'arrêtait pas de se briser, les phrases sortant par fragments. L'expression de Glenn s'assombrissait à chaque mot, les muscles de sa mâchoire se contractant. Patricia me tenait la main pendant que je parlais, essuyant parfois mes larmes avec des mouchoirs. « Nous devons appeler la police, » a dit Glenn. « Et ta mère ?» a ajouté Patricia. « Où est-elle ?» Ils ont d'abord essayé papa, mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix détendue, comme si de rien n'était. « Salut Thomas, c'est Patricia Brennan. Ta fille est ici avec nous. » Silence. « Ben, elle s'est enfuie. J'allais appeler pour le signaler. » « Elle ne s'est pas enfuie. Elle était venue ici après que tu l'as battue et forcée à sortir en plein blizzard. Elle a des blessures visibles et a failli avoir des engelures. » Nouveau silence. « Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais elle m'a volé. Je l'ai disciplinée de manière appropriée. » Appropriée, Thomas. « Elle a 10 ans et tu l'as jetée dans un froid glacial sans manteau. Nous appelons la police et les services de protection de l'enfance. »
Fais ce que tu as à faire, ma fille est une menteuse et une voleuse. Il a raccroché. Les mains de Patricia tremblaient, maintenant elles aussi, mais de colère. Glenn composait déjà le 911. Jessica s'est assise à côté de moi sur le canapé, me tenant l'autre main, les yeux écarquillés et effrayés. Maman a été plus difficile à joindre. Elle était à un dîner de conférence, le téléphone sur silencieux. Patricia a laissé 3 messages vocaux urgents avant de finalement réussir à joindre l'hôtel et de la faire sortir de la salle de banquet. Quand maman a rappelé, Patricia m'a passé le téléphone. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis complètement effondrée. L'histoire est sortie entre deux sanglots, alors maman est restée silencieuse, le genre de silence qui ressemble à l'air, juste avant que la foudre ne frappe. Quand elle a repris la parole, sa voix s'était transformée en quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. « Repasse-moi, Patricia !» J'ai rendu le téléphone. Patricia a écouté et a dit oui plusieurs fois. « Alors nous le ferons absolument. » Elle a raccroché et a regardé Glenn. Elle rentre en voiture ce soir. 3 heures si les routes le permettent. En aucun cas, cet enfant ne doit retourner dans cette maison. La police est arrivée 20 minutes plus tard. L'agent Brandon Kelly était un grand gars avec des yeux gentils qui a eu l'air furieux quand il a vu la marque sur mon visage. Sa partenaire, l'agente Lisa Wright, a pris des photos de mes blessures, chaque flash me faisant tressaillir. Ils ont documenté les marques de ceinture sur mes jambes et mon dos et ont posé des questions prudentes sur ce qui s'était passé exactement. « Nous devons aller chez toi et parler à ton père », a dit doucement l'agent Kelly. « Tu vas rester ici où tu es en sécurité. » J'ai paniqué à l'idée qu'il confronte papa. Et s'il dit que je mens? Tes blessures ne mentent pas, ma puce, a dit l'agent Kelly. Et le fait de jeter un enfant dans un blizzard non plus. Ils sont partis et Patricia m'a obligée à manger un peu de soupe. Même si mon estomac était retourné, Jessica m'a prêté un pyjama et s'est assise avec moi dans sa chambre, essayant de me distraire avec des histoires sur l'école. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'elle disait. Mon cerveau n'arrêtait pas de repasser le visage de papa, cette rage d'un étranger, là où mon père se trouvait autrefois. Les agents sont revenus 1 heure plus tard avec des nouvelles. Papa avait été arrêté pour maltraitance d'enfants et mis en danger de la vie d'autrui. Aubrey avait apparemment craqué quand ils l'ont séparé de papa pour l'interroger. Elle a admis avoir menti en disant m'avoir vue dans la chambre de nos parents. Elle avait en fait pris la montre elle-même pour la mettre en gage afin d'avoir de l'argent à dépenser. Avec Tyler. La panique s'était installée et quand papa avait découvert sa disparition, elle m'avait blâmé plutôt que d'avouer. L'agente Wright s'est assise à côté de moi, m'expliquant cela avec des mots choisis avec soin. Ta sœur a fait une très grave erreur. Ton père en a fait une encore pire. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu comprends ça? J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me sentais vidée. Ma propre sœur avait failli me faire tuer. Mon propre père l'avait cru sans hésitation. Maman est arrivée vers minuit toujours dans son tailleur, le mascara, étalée d'avoir pleuré. Elle avait fait 3 heures de route dans les conditions du blizzard, risquant sa propre vie pour me rejoindre. Patricia avait à peine ouvert la porte que maman était déjà à genoux, devant moi, prenant mon visage entre ses mains, inspectant chaque blessure avec des doigts tremblants. « Je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là. Elle m'a tenue dans ses bras pendant un long moment sans qu'aucune de nous ne parle. Finalement, elle s'est reculée et a regardé les Brennan. Merci d'avoir protégé ma fille. Je ne pourrai jamais vous rendre ça. Vous n'avez pas à le faire, a dit Glenn. Prenez juste soin d'elle maintenant. Maman nous a conduites dans un hôtel cette nuit-là. Elle n'envisageait même pas de retourner à la maison. Elle a appelé sa sœur, ma tante Rachel, qui habitait à 2 heures de là. À l'aube, Rachel était arrivée pour l'aider. Elles se sont assises toutes les deux dans la chambre d'hôtel pour planifier les choses, pendant que je faisais semblant de dormir écoutant leur conversation murmurée. « Je veux la garde exclusive, a dit maman. Il ne la touchera plus jamais. » Et pour Aubrey, a demandé doucement Rachel. Aubrey a fait son choix. Elle a choisi de mentir et ce mensonge a failli tuer sa sœur. Les jours suivants se sont enchaînés dans un flou.
Maman a engagé une avocate nommée Victoria Sanders, qui avait la personnalité d'un requin et la stratégie qui allait avec. Des poursuites pénales ont été engagées contre papa. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête approfondie. Maman a demandé la garde d'urgence et le divorce simultanément. Papa a d'abord essayé de se battre, a prétendu que je l'avais provoqué et que n'importe quel père aurait réagi de la même manière, mais les photos ne mentaient pas plus que la violence de ce blizzard. La procureure assignée à son dossier était une femme nommée Angela Torres, qui n'avait apparemment aucune tolérance pour les auteurs de maltraitance sur enfants. Les aveux d'Aubry ont tout compliqué. Elle est revenue sur ses déclarations le lendemain, prétendant que la police avait fait pression sur elle, mais l'agent Wright avait enregistré tout l'interrogatoire et l'aveu d'Aubry était clair et volontaire. La montre a été retrouvée dans un mont-de-piété à 3 villes de là, exactement là où elle avait dit qu'elle serait. Maman s'est assurée que tout le monde sache ce qui s'était passé. Elle a appelé le patron de papa, ses amis, ses parents. Ma grand-mère, la mère de papa, l'a en fait défendue au début. Elle disait que les enfants d'aujourd'hui avaient besoin de plus de discipline. Maman a coupé court à cela rapidement en proposant de lui montrer les photos. Ma grand-mère s'est tue après ça. La procédure judiciaire s'est éternisée. Maman a obtenu la garde d'urgence immédiatement et nous avons emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Elle s'est arrangée pour que je voie une thérapeute nommée Dr Caroline Hughes 2 fois par semaine. Ces séances étaient difficiles, ça a été difficile. Elle fouillait dans des sentiments que je voulais enfouir, mais lentement progressivement, elles ont aidé. L'école était une torture. La rumeur avait circulé sur ce qui s'était passé et les enfants me regardaient avec pitié ou m'évitaient complètement. Certains n'y croyaient pas. Ils pensaient que j'inventais des choses pour attirer l'attention. Un garçon, Marcus Winters, m'a même dit « Je l'avais probablement mérité ». Jessica l'a frappé à la cantine pour ce commentaire, ce qui lui a valu 1 semaine de suspension et elle est devenue ma meilleure amie pour la vie. Le procès de papa a eu lieu en avril. Le printemps avait fait fondre la neige, mais je tressaillais toujours chaque fois que je voyais de la glace. Maman m'a tenu la main dans la salle d'audience pendant que je témoignais sur cette nuit-là. Aubry était assise avec papa, son choix clairement affiché. Elle a pleuré à la barre, a dit qu'elle était désolée et qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Le jury n'y a pas cru. Papa Moss a été reconnu coupable de maltraitance grave sur enfant félonie et de mise en danger d'autrui. Le juge l'a condamné à 3 ans de prison, avec une période de probation supplémentaire après sa libération. Il perdrait également définitivement la garde avec seulement des visites supervisées, si je choisissais de les autoriser, à mes 18 ans. Les mots du juge me sont restés en mémoire. Le premier devoir d'un père est de protéger son enfant, pas de lui faire du mal. Vous avez échoué de la manière la plus fondamentale qui soit. Aubry est resté chez les parents de papa pendant qu'il purgeait sa peine. Maman lui avait aussi proposé de la prendre. Elle a d'abord dit qu'elle était toujours sa fille, mais Aubry a refusé. Elle a traité maman de traîtresse pour avoir porté plainte contre papa. Elle avait choisi son camp et ce n'était pas le mien. Le divorce a été finalisé à l'été. Maman a obtenu la maison ma garde exclusive et une part importante des biens. L'avocat de papa a essayé d'argumenter que maman nous aliénait de notre père. Mais le juge a rapidement rejeté cet argument vu les circonstances. Mais maman ne s'est pas arrêtée là. Elle a découvert quelque chose pendant la procédure de divorce qui a tout changé. Pendant que papa travaillait à domicile comme expert en sinistre, il jouait aussi énormément en ligne. Des milliers de dollars engloutis dans des sites de paris offshore. De l'argent qui aurait dû aller aux dépenses du foyer et à nos fonds pour l'université. L'avocate de maman Victoria a engagé un jury comptable qui a retracé chaque transaction sur 5 ans. Les paris expliquaient tellement de choses. Les sautes d'humeur de papa, son irritabilité croissante, la tension entre lui et maman que j'avais remarqué sans pouvoir y mettre un nom. Il perdait énormément vidant les comptes d'épargne et faisant des retraits d'argent sur les cartes de crédit. L'incident de la montre avait probablement été le point de rupture pour lui.
Une chose de plus qui allait de travers alors que toute sa vie s'effondrait sous les dettes. Victoria a utilisé cette information comme un marteau-piqueur. Chaque actif a été scruté à la loupe. Chaque compte bancaire a été gelé et examiné. Les parents de papa ont essayé de l'aider financièrement, mais l'équipe juridique de maman s'est assurée que le tribunal soit au courant de son addiction au jeu. Cela brossait le portrait d'un homme hors de contrôle, quelqu'un qui devenait dangereux sous la pression. La vente de la maison a été particulièrement dévastatrice pour papa. C'était la maison de son enfance héritée de ses parents quand ils avaient emménagé dans plus petit. La vendre signifiait effacer cet héritage et maman s'est assurée qu'il en connaisse chaque détail. Elle a engagé un agent immobilier spécialisé dans les ventes rapides et a accepté une offre en 2 semaines. Papa s'est pointé lors de l'inspection finale, a essayé de faire un scandale, mais la police l'a escorté dehors. Maman avait obtenu une ordonnance d'éloignement à ce moment-là, le maintenant à au moins 150 mètres de nous deux. L'école est restée un champ de bataille à sa manière. En CM2, j'avais la réputation d'être cette fille dont le père était allé en prison. Les professeurs me traitaient avec une gentillesse prudente, comme si je risquais de me briser s'ils poussaient mater trop fort. Une partie de cela était utile comme des délais supplémentaires pour les devoirs quand j'avais de mauvaises journées, de la compréhension quand je décrochais en classe, mais la plupart du temps, cela me donnait l'impression d'être marquée différente de tous les autres. Il y avait cette fille nommée Tasha Morrison qui avait décidé de faire de moi son projet personnel. Elle était populaire avant que tout cela n'arrive. Une de ses enfants qui semblait naviguer dans les dynamiques sociales sans effort. Après le procès, elle a commencé à s'asseoir avec Jessica et moi au déjeuner, nous invitant chez elle après l'école. Ses parents étaient divorcés eux aussi. Son père avait une sorte de problème de toxicomanie et elle comprenait ce que l'on ressent quand sa famille devient un divertissement public. Les gens vont parler, m'a dit Tasha une fois, alors que nous faisions nos devoirs à la table de sa cuisine. Ils vont inventer des histoires et répandre des rumeurs. Mais voilà le truc. Ils finiront par s'ennuyer. Quelque chose de nouveau va se passer. Un autre drame, et tu redeviendras juste une enfant normale. Elle avait raison. Globalement, au collège, de nouveaux scandales avaient émergé pour capter l'attention de tout le monde. Le professeur de mathématiques avait été arrêté pour détournement de fonds. 2 élèves de 4e avaient été surpris en train de vendre des médicaments sur ordonnance. L'implosion de ma famille était devenue de l'histoire ancienne mentionnée occasionnellement, mais n'était plus le sujet principal des potins de couloir. Maman s'est jetée à corps perdu dans le travail avec une intensité renouvelée. Elle réussissait déjà bien dans la vente de produits pharmaceutiques, mais maintenant elle était devenue implacable. Meilleure vendeuse de sa région 2 années de suite, promue à un poste de direction qui s'accompagnait d'une augmentation significative. Elle avait l'habitude de plaisanter en disant que la trahison de papa avait coûté cher, mais qu'elle en valait la peine. Sa carrière n'avait jamais été aussi brillante, mais je voyais le prix de ce succès. Maman a développé des insomnies. Elle survivait avec peut-être 4 heures de sommeil par nuit. Elle était debout à 2 heures du matin, l'écran de l'ordinateur portable brillant dans l'obscurité, répondant à des emails et préparant des présentations. Ses cheveux ont commencé à grisonner. De premiers fils d'argent apparaissant avant ses 40 ans. Elle les couvrait avec des teintures coûteuses, mais ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux. Nous avons déménagé 2 fois pendant ces années-là. D'abord pour l'appartement, puis dans une petite maison située dans un meilleur district scolaire. Quand la promotion de maman est arrivée, chaque déménagement était comme se délester d'une autre couche du passé, laissant derrière nous les fantômes et les mauvais souvenirs. J'ai eu ma propre chambre, enfin peinte en violet, et je l'ai remplie de posters de groupe que je faisais semblant d'aimer parce que les filles populaires les aimaient. La thérapie avec le docteur Hughes est devenue quelque chose que j'attendais avec impatience plutôt que d'appréhender. Elle ne m'a jamais poussée à pardonner à qui que ce soit, ni forcée à discuter de choses pour lesquelles je n'étais pas prête.
Au lieu de cela, elle m'a appris des outils pour gérer l'anxiété et traiter le traumatisme. Nous faisions de l'art-thérapie peignant, parfois des images abstraites d'émotions que je n'arrivais pas à verbaliser. Ma colère était toujours rouge et noire de violentes entailles sur la toile. Les cauchemars ont évolué avec le temps. Initialement, c'était des rediffusions directes de cette nuit-là, la ceinture, le froid, la porte qui claque. Mais en grandissant, ils sont devenus plus symboliques. Je rêvais d'être piégée dans des labyrinthes glacés, à la recherche d'une chaleur qui restait juste hors de portée. Où je me tenais dans notre ancienne maison, la regardant se remplir de neige, incapable de m'échapper, pendant que la glace recouvrait tout. Les parents de papa, mes grands-parents Gérald et Ruth, ont essayé de maintenir une relation avec moi pendant un moment. Ils appelaient sur le portable de maman et demandaient à me parler, m'envoyaient des cartes d'anniversaire avec des chèques à l'intérieur. Maman n'a jamais intercepté ces tentatives, m'a toujours laissé le choix. Je leur ai parlé quelquefois des conversations gênantes où nous faisions tous semblant que les choses étaient normales. Mais Ruth a fait une erreur lors d'un de ces appels quand j'avais 12 ans. Elle a suggéré que j'avais peut-être mal compris ce qui s'était passé cette nuit-là, que papa essayait juste de m'apprendre une leçon sur l'honnêteté. L'implication était claire. J'avais dramatisé les choses, détruit la famille, pour une simple punition. Je lui ai raccroché au nez au milieu d'une phrase. Quand elle a rappelé, maman a répondu et a déchaîné quelque chose dont je n'avais jamais été témoin auparavant. Elle a parlé de cette voix basse et contrôlée qui était d'une certaine manière plus terrifiante que des hurlements. Elle a expliqué en détail exactement ce que les médecins avaient documenté, les ecchymoses, les coupures, les premiers stades d'engelure sur mes doigts et mes orteils. Elle a décrit à quel point j'avais frôlé l'hypothermie, comment 20 minutes de plus dehors auraient pu me tuer. Votre fils a battu une enfant de 10 ans et l'a jetée dans un blizzard pour la laisser mourir. A dit maman, ce sont des faits. Ils sont documentés par des professionnels de la santé et des rapports de police. Si jamais vous suggérez à nouveau à ma fille qu'elle a mal compris ses propres abus, je ferai en sorte que vous ne lui adressiez plus jamais la parole. Vous me comprenez. Ruth a apparemment compris. Les appels ont cessé après ça. Des cartes d'anniversaire sont encore arrivées pendant quelques années. Puis, elles se sont arrêtées elles aussi. J'ai appris plus tard que Gérald était tombé malade d'une sorte de problème cardiaque et je n'ai rien ressenti. Ces personnes qui étaient censées être ma famille avaient choisi de défendre leur fils plutôt que de protéger leur petite fille. Le collège a apporté de nouveaux défis. Mon corps a commencé à changer d'une manière à laquelle je n'étais pas préparée. Et l'attention supplémentaire des garçons me mettait profondément mal à l'aise. Je me figeais quand des gars m'approchaient. Impossible de faire la distinction entre un intérêt adolescent normal et une véritable menace. Le docteur Hughes disait que c'était courant chez les survivants d'abus. Nous devenons hyper vigilants. Nous voyons le danger partout. Il y avait ce garçon nommé Justin Caldwell qui m'a invité au bal de l'école. Il avait l'air assez gentil, jouait au basket et faisait rire les gens. Jessica m'a encouragée à dire oui, à insister sur le fait que ce serait bien pour moi de faire quelque chose de normal. J'ai accepté à contre-cœur, j'ai acheté une robe que maman trouvait magnifique et j'ai passé toute la semaine précédant le bal à faire des crises d'angoisse. Le bal en lui-même s'est bien passé, jusqu'à ce que Justin essaie de passer son bras autour de moi pendant un slow. Je l'ai repoussé si fort qu'il a trébuché en arrière sur un autre couple. Tout le monde m'a regardé, pendant que je fuyais le gymnase en courant hyperventilant dans les toilettes, jusqu'à ce que Jessica me trouve. Justin a été très correct à ce sujet, a dit aux gens que j'avais été malade et que c'était pour ça que j'étais partie. Mais je ne suis jamais allée à un autre bal d'école. Maman a commencé à fréquenter quelqu'un quand j'avais 13 ans. Son nom était Robert Chen, un avocat qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail. Il faisait attention avec moi, ne m'a jamais poussée à créer des liens, ni n'a essayé d'agir comme une figure paternelle. Il existait simplement en silence à la périphérie de nos vies, emmenant maman dîner et la faisant sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis avant le divorce.
Je voulais l'aimer. Maman méritait le bonheur, méritait quelqu'un qui la traitait bien. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette suspicion qu'il finirait par la décevoir, que tous les hommes n'étaient que des papas en devenir. Ce n'était pas juste envers Robert qui, de la vie de tous, était véritablement gentil. Mais le traumatisme ne se soucie pas de l'équité. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans avant que maman ne m'assoie pour discuter mariage. Robert l'avait demandé en mariage et elle voulait ma bénédiction avant de dire oui. Nous étions dans la cuisine de notre maison, la lumière de l'après-midi traversant les fenêtres pour lesquelles je l'avais aidé à choisir les rideaux. Tu n'as pas besoin de ma permission, lui ai-je dit. C'est ta vie. C'est notre vie, a-t-elle corrigé. Robert ferait partie de notre famille. Je ne le ferai pas si tu n'es pas à l'aise. J'y ai réfléchi. Réfléchi, vraiment réfléchi. Robert ne m'avait jamais donné de raison de me méfier de lui. Il avait été patient avec mon comportement distant. Il ne s'était jamais plaint quand je monopolisais le temps de maman. Il m'avait même aidé avec un projet d'histoire une fois restant éveillé tard pour m'aider à construire une maquette d'un champ de bataille de la guerre de sécession. Est-ce qu'il te rend heureuse, ai-je demandé. Très heureuse. Alors s'épouse-le, mais s'il te fait jamais. Il ne le fera pas, a dit fermement maman. Et s'il le faisait, je m'en occuperais. Tu n'es pas responsable de me protéger. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie au printemps suivant. J'avais 15 ans maladroite, dans une robe de demoiselle d'honneur, regardant maman rayonner d'une manière qui me faisait mal à la poitrine. Aubry n'était pas invité. Tout le côté de la famille de papa n'était pas invité. C'était un nouveau départ, un nouveau chapitre qui ne laissait aucune place aux personnes qui avaient fait du mal. Robert emménageait dans notre maison et lentement, progressivement, je me suis adaptée à sa présence. Il faisait de longues heures dans son cabinet d'avocat spécialisé dans les contrats d'entreprise et n'a jamais essayé d'imposer des règles ou d'agir en parent. Il existait juste comme une présence constante, quelqu'un qui aimait ma mère et me traitait avec respect. Le lycée a commencé et avec lui de nouvelles dynamiques sociales à naviguer. J'ai pris l'habitude de garder les gens à distance maintenant, des amitiés, mais ne laissant jamais personne s'approcher de trop près. Jessica est restée ma constante, la seule personne à part maman et le docteur Hughes qui connaissait toutes mes facettes. Tasha avait déménagé dans l'Oregon après la 4e, sa mère ayant eu une mutation, mais nous sommes restés en contact via les réseaux sociaux. J'ai rejoint le club d'art parce que cela demandait un minimum d'interaction sociale, juste moi, un carnet de croquis et tout ce que j'avais envie de dessiner ce jour-là. Le professeur Madame Valérie Hoffman a reconnu quelque chose dans mon travail. De la colère peut-être, ou de la douleur traduite sous forme visuelle. Elle m'a encouragée à présenter des œuvres à des concours disant que j'avais un talent qui valait la peine d'être développé. Mes œuvres d'art sont devenues plus sombres en grandissant. Beaucoup de paysages hivernaux, de figures gelées, de maisons enfouies sous la neige. Madame Hoffman ne m'a jamais posé de questions sur les thèmes récurrents, fournissant simplement des conseils techniques et un renforcement positif. Une œuvre a remporté la 2e place à un concours d'art des lycées de l'État, la peinture d'une petite silhouette marchant à travers un blizzard vers une lumière lointaine. Maman a pleuré quand elle l'a vue exposée à la cérémonie de remise des prix. Pas des larmes tristes, mais quelque chose de plus compliqué. De la fierté mêlée de chagrin, peut-être la reconnaissance du chemin, que j'avais parcouru, un aveu de ce à quoi j'avais survécu pour en arriver là. Aubry a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires quand j'étais en seconde. Je le savais parce que les parents de papa avaient envoyé un faire-part. Espérant probablement que j'assisterais à la célébration, j'ai jeté l'invitation sans en parler à maman. Ce qu'Aubry faisait de sa vie ne me regardait pas. Elle avait fait son choix des années auparavant et j'avais fait le mien. Les rencontres amoureuses restaient miettes compliquées. J'ai essayé quelquefois de sortir avec des garçons qui semblaient de fond sûrs et non menaçants, mais l'intimité me terrifiait d'une manière que je ne pouvais pas totalement expliquer.
L'idée d'être vulnérable avec quelqu'un, de lui faire confiance pour ne pas me blesser, me semblait impossible. Ces relations se sont rapidement essoufflées, plus à cause de mon incapacité à m'ouvrir qu'à cause des garçons impliqués. Le docteur Hughes a suggéré que je pourrais bénéficier de séances de thérapie de groupe avec d'autres adolescents qui avaient vécu des traumatismes familiaux. J'ai résisté au début, je ne voulais pas partager mon histoire avec des étrangers, mais j'ai fini par accepter d'essayer une séance organisée dans le sous-sol d'un centre communautaire de l'autre côté de la ville. Entendre les histoires d'autres personnes m'a aidé d'une manière inattendue. Il y avait une fille dont la mère lui avait cassé le bras lors d'une dispute, un garçon dont le beau-père l'avait enfermé dans un placard pendant des jours. Une autre fille dont les parents l'avaient utilisée comme une arme dans leur bataille pour la garde, la forçant à mentir au tribunal. Nous étions tous abîmés de différentes manières, portant des cicatrices qui ne se voyaient pas toujours. J'ai assisté à ces séances tout au long du lycée, trouvant du réconfort dans cette compréhension partagée. C'étaient des personnes qui n'avaient même pas besoin d'explications, qui reconnaissaient le poids de la trahison familiale sans que j'aie à justifier mes sentiments. Nous célébrions nos victoires respectives, nos remises de diplômes, nos admissions à l'université, nos premiers jours dans un nouveau travail, et nous nous soutenions dans les échecs. Le processus de candidature à l'université s'est profilé pendant mon année de première. Maman voulait que je postule dans des écoles prestigieuses, des endroits qui m'ouvriraient des portes et m'offriraient des opportunités. Je voulais rester près de la maison. Je n'arrivais pas à m'imaginer à des heures de route s'il se passait quelque chose. Nous avons fait un compromis sur des universités situées à moins de 2 heures de route, des endroits que je pourrais atteindre rapidement en cas de besoin. J'ai été acceptée dans plusieurs universités, choisissant finalement une université d'État avec un solide programme de design graphique. C'était à 90 minutes de chez moi, assez loin pour me sentir indépendante, mais assez près pour y aller le week-end. Maman m'a aidée à emménager dans la résidence universitaire, restant bien trop longtemps, arrangeant ma chambre et rencontrant ma colocataire. Robert a dû la guider physiquement jusqu'à la voiture, lui murmurant que j'avais besoin d'espace pour prendre mes marques. L'université était une nouvelle adaptation en soi, vivre avec une inconnue, naviguer dans de nouveaux environnements sociaux, gérer mon anxiété sans le docteur Hughes facilement disponible. Je l'appelais en vidéo chaque semaine. Ces premiers mois, j'avais besoin d'une connexion avec quelqu'un qui comprenait mon histoire. Ma colocataire, une fille nommée Brenda Watch, originaire de Chicago, était gentille mais confuse par mes diverses manies. Le thermostat toujours réglé trop haut, ma réticence à assister aux fêtes, la façon dont je tressaillais aux voix fortes. Je lui ai tout raconté un soir après qu'elle m'a demandé directement si j'allais bien. Nous vivions ensemble depuis 3 mois et elle avait clairement remarqué ces schémas. Je lui ai donné la version abrégée: père abusif, sœur menteuse, traumatisme hivernal, et j'ai attendu la pitié ou le malaise. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête et m'a dit que son oncle avait été violent avec ses cousins et qu'elle comprenait donc un peu à quoi cela ressemblait. Avoir une colocataire qui savait mais qui ne rendait pas ça gênant a immensément aidé. Brenda est devenue une autre personne en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui prenait de mes nouvelles sans être envahissante. Nous sommes restés colocataires pendant les 4 ans et avons emménagé dans un appartement hors campus en 3e année où j'avais enfin le contrôle total sur la température. Les années ont passé. J'ai vu Aubry occasionnellement lors d'événements familiaux du côté de papa. Des rencontres gênantes où nous nous tournions autour comme des étrangères. Elle ne s'est jamais vraiment excusée, offrant juste des mots creux sur le fait qu'elle était jeune et stupide. Au lycée, nous avions arrêté de faire semblant d'être des sœurs. Papa m'a écrit des lettres depuis la prison. Elles se sont empilées non ouvertes dans une boîte sous mon lit. Maman ne m'a jamais poussée à les lire ou à lui pardonner. Elle avait brûlé ses propres ponts, avec lui s'était assuré que tout le monde sache ce qu'il avait fait. Certains membres de la famille l'accusaient d'être rancunière, mais elle n'a jamais vacillé. Tu avais 10 ans, m'a-t-elle dit une fois. Il t'a battu et t'a jeté dans un blizzard pour mourir.
Il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a pas de rédemption. Il s'agit seulement de s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Les cicatrices se sont estompées pour la plupart. Les marques de ceinture sont devenues de fines lignes blanches que moi seul remarquais. Celles émotionnelles ont pris plus de temps, ne guérissant peut-être jamais complètement. J'ai fait des cauchemars sur le froid pendant des années après cela. Je me réveillais convaincu que j'étais en train de geler. Le docteur Hughes m'a aidé à développer des stratégies d'adaptation, des moyens de m'ancrer dans la réalité quand la panique s'installait. Papa est sorti après avoir purgé 2 ans. J'avais 12 ans à ce moment-là, assez âgé pour refuser légalement les visites. Il a essayé de me contacter par l'intermédiaire de ses parents d'amis communs. Maman a mis un terme à ça, à chaque fois. Était devenue féroce d'une manière que je n'avais jamais vue, auparavant protectrice, au point d'être impitoyable. Aubrey a obtenu son diplôme de lycée et est partie à l'université en Californie, mettant autant de distance que possible entre elle et le désastre. Nous ne nous sommes pas parlé. Je n'avais rien à lui dire, et apparemment le sentiment était réciproque. Les Brennan sont restés des amis proches de la famille. Patricia et Glenn m'ont traité comme une troisième fille, m'incluant dans les fêtes et les vacances. Jessica et moi avons grandi plus comme des sœurs qu'Aubrey, et moi ne l'avions jamais été. Il m'avait sauvé la vie cette nuit-là, au sens propre comme au figuré. J'ai 25 ans maintenant. Maman et moi vivons dans des villes différentes, mais nous nous parlons presque tous les jours. Elle ne s'est jamais remariée. Elle disait avoir passé assez de temps avec un homme qui avait échoué à être un humain décent. Je travaille comme graphiste, je vis avec ma petite amie dans un appartement qui est toujours trop chauffé. Je garde le thermostat élevé même en été. Je ne supporte pas d'avoir froid. Aubrey m'a contacté l'année dernière via les réseaux sociaux. Un long message sur la thérapie, la croissance personnelle et la compréhension de ce qu'elle avait fait. Elle me demandait de la rencontrer pour discuter de tout ça. J'ai lu le message 3 fois, puis je l'ai bloqué. Certaines choses ne méritent pas d'être conclues. Certaines trahisons sont permanentes. Papa vit dans un autre état maintenant, faisant un boulot sans avenir. Ses parents disent qu'il est désolé, qu'il pense constamment à cette nuit-là. Tant mieux. J'espère que ça le hante. J'espère que chaque hiver, à chaque chute de neige, il se souvient d'avoir jeté sa fille de 10 ans dans un blizzard pour mourir. J'espère qu'il n'y a aucune paix dans ce souvenir. Les gens demandent parfois si je leur ai pardonné. Les psys en particulier aident à pousser à la réconciliation comme si le pardon était obligatoire pour guérir. Mais j'ai appris que ce sont deux choses distinctes. Je peux guérir sans les absoudre. Je peux aller de l'avant sans les laisser revenir dans ma vie. Maman a bien réduit leur monde en cendres, exactement comme promis. Elle s'est assurée que la réputation de papa ne s'en remette jamais. Qu'Aubrey comprenne le poids de ses choix. Certaines personnes ont dit que c'était excessif, qu'elle aurait dû faire preuve de plus de clémence. Mais je me souviens d'avoir eu 10 ans battus et en sang mourant de froid, dans un blizzard, parce que mon père a cru au mensonge de ma sœur sans se poser de questions. La clémence est pour les gens qui la méritent. Ils ne la méritent pas. L'hiver de mes 10 ans, j'ai appris que la famille pouvait être une arme, que la maison n'était pas toujours un endroit sûr, que les personnes censées vous protéger pouvaient être celles dont vous avez besoin d'être protégées. Mais j'ai aussi appris que certaines personnes comme maman et les Brennan conduiraient à travers des blizzards pour vous sauver, se battraient. Pour vous, vous sans hésitation, réduirez le monde entier en cendres si cela signifiait vous garder en sécurité. Ce sont ces personnes qui ont gagné le titre de famille. Les autres ne sont que des accidents biologiques auxquels j'ai survécu.